Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une nouveauté française, oui, puisque c'est sorti ce mercredi en salle et je pense pas super bien distribué, mais quand même, un moyen métrage, ni court ni long, mais en tout cas c'est réalisé par Kiyoshi Kurosawa, ce grand metteur en scène japonais dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, récemment en duo avec l'ami Nicolas Perrault sur le film Rétribution, et auparavant en solo pour Cure, Keiro et Charisma. Je crois que c'est tout, mais j'en ai vu d'autres, plein d'autres même, dont je n'ai pas parlé directement, si ce n'est sur Twitter ou en review très rapide sur Letterboxd. Oui, je me garde un petit peu de recul sur la filmographie de ce monsieur, mais par contre je ne pouvais pas passer à côté de l'une de ses 3 sorties prévues en France cette année. Oui, oui, oui. Alors apparemment, il y en a une intitulée Cloud qui a été présentée aux hallucinations collectives en avril dernier, donc je ne l'ai pas vue. Et un autre long est prévu cet été, son remake avec des acteurs français, Damien Bonnard notamment, un de ses premiers longs. Mais là, il va être question donc de Chime, titre anglophone, mais c'est utilisé aussi en japonais visiblement. Ça veut dire carillon en français, un bruit métallique, vous voyez, qui va revenir parce qu'il y a l'importance du son dans cette œuvre-là, mais pas que. Au casting, nous n'avons pas d'acteur ou d'actrice connus, mais on va citer évidemment Mutsuo Yoshioka qui joue le personnage principal d'un professeur de cuisine, mais aussi artiste potentiellement restaurateur gastronome. Et on va aussi parler de Seishi Koinata, car c'est un petit peu lui qui est mentionné dans le synopsis mystérieux, présenté ainsi du moins dans la langue française. Car, pour faire simple, nous allons suivre pas que ça, mais c'est ainsi que c'est présenté, l'histoire du jeune Tashiro, qui est donc étudiant, il prend des cours de cuisine, il n'est pas étudiant en cuisine, il prend voilà, quelques petites leçons comme ça, menées par l'instituteur gastronome, et ce jeune entend un carillon, donc un chime, que personne d'autre l'entend, ça résonne en lui, et il prétend qu'une machine s'est greffée à son cerveau. On reviendra sur ce point. Tant et si bien que même si son professeur de cuisine tente de l'aider, lui, il reste un petit peu dans son monde, il frise même par moments, et alors, à un petit instant très proche du début du film, il aperçoit un couteau. Que va-t-il faire avec? Couper des oignons? Peut-être pas uniquement cela. Et on va rentrer dans une sorte d'épouvante horrifique, angoissante, très psychologique. Matinée d'un faux thriller, parce qu'un détective va débarquer à un moment, sorte de Columbo à la japonaise, mais l'essentiel est bien ailleurs. Et si vous avez vu d'autres œuvres de Kiyoshi Kurosawa, vous ne serez pas surpris par cette création-là. On est dans une sorte de continuité et en même temps un petit pas de côté qui me fait dire que de ce monsieur, je n'ai vu aucune œuvre très récente, puisque là je suis à peu près autour de 2005-2008, le dernier que j'ai vu étant Loft. Ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose qui m'a rappelé Loft, 2 choses même, un cadavre à mener dans un sac mortuaire, bon ça c'est très rapide, et quelques sentiments étranges lorsque des événements se passent, comme s'il y avait déjà une forme de logique. Mais, et là j'y reviendrai dans la zone spoiler, on pourrait aussi y voir ici indirectement une suite de Cure. Si vous savez comment ce film culte de Kiyoshi Kurosawa se termine, eh bien, il y a quelque chose qui va revenir à un moment dans une sorte de bar-restaurant. Ça en est presque étrange, comme s'il tissait son univers. Et plus je vois des films de ce monsieur, plus j'ai l'impression que c'est pas qu'il se répète, il a son obsession, sa logique à lui, et souvent, il va faire des variations qui font que chacune de ces réalisations a quelque chose de passionnant et au final d'unique, quand bien même on a toujours un peu les mêmes procédés, notamment surcadrage, reflet miroir et un travail de mixage sonore encore plus important ici, j'ai envie de dire, puisque le chime en question, même si on l'entend pas au début, peut-être qu'à un moment on va se rendre compte qu'il est là, et peut-être qu'il est toujours là au final. Alors c'est brillant sur le principe, parce que avec peu de choses, il arrive à installer une atmosphère totalement à lui, qui fait que même si à certains instants on est un peu paumé, et tant mieux d'ailleurs, avec le personnage principal, qui s'avère être finalement le professeur de cuisine, eh bien on est complètement hypnotisé, happé par ce qui se passe. On aimerait bien savoir comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Mais attention, ici c'est un moyen métrage de 45 minutes. Donc je vous le dis d'avance, si vous expérimentez une forme de frustration arrivée au bout,
C'est normal, je pense qu'il a choisi ce format exprès, pour encore plus arriver au bout en apnée, faire que le spectateur puisse vraiment réfléchir de façon brutale, mais pas forcément brutale telle que vous pouvez l'imaginer si vous n'avez pas encore vu donc, ce travail et que vous m'écoutez ici, et qui fait que, oui, vous pouvez vous dire « Ah, ouais, j'aurais bien vu une demi-heure ou une heure de plus !» Mais non, il y a un petit truc là qui fait que ça devait finir en suspens. Et c'est vrai que moi aussi, je suis resté en suspens une fois arrivé au bout, générique, tout ça, avant d'entamer l'enregistrement ici. Et même si ça m'a énervé hein, directement, hein, en tant que spectateur, voilà, sur le premier degré, plus j'y pense et plus je trouve ça magistral. Quand bien même, évidemment, ça ne soit pas abouti. Mais qu'est-ce que ça veut dire abouti? Peut-être, justement, il essaie d'ouvrir une porte là-dessus, à moins de nous la refermer directement sur la figure, pour encore plus nous assommer et nous faire comprendre ici qu'il a fait un film qui est très axé sur la société moderne et son aliénation, au sens large. Sans rentrer dans les détails pour l'instant, mais je serai obligé de faire une zone spoiler très vite. C'est quelque chose ici qui nous ramène donc à ce Japon moderne, mais c'est pas la première fois qu'il le fait, d'ailleurs dans Rétribution, il y a cette idée, mais pas que. Il y a toujours cette obsession de gens qui sont sur des projets, qui travaillent, qui veulent en faire trop ou qui commencent à se perdre dans ce qu'ils font. Et là, il y a toute cette allégorie extérieure à ce son, qui est peut-être intérieur, mais aussi qui vient de l'extérieur. Ce son qui est toujours là. Et oui, les bruits de la ville, les bruits de l'homme au sens large, des bruits métalliques. Chime, c'est ça, hein, c'est le carillon. Mais vous verrez dans le film toute une sorte d'obsession, même de la caméra de Kurosawa, et dans sa narration filmique, sur des objets métalliques. Bien sûr, le couteau, hein, il est là. Cet aspect cuisine moderne, donc avec donc, beaucoup de choses, hein, avec des portes, des trucs quasi en métal, etc. Enfin bon, bref, des tables aussi en métal, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire. À l'extérieur, forcément, il y a ce train qui passe, ces trains au pluriel, donc juste devant l'endroit où il donne des cours de cuisine. Et même une fois à la maison du professeur, parce qu'on est dans son intimité, sa vie de famille, il y a cette idée également, avec des bruits de canettes. L'épouse va passer son temps dans le film, pour le peu qu'on la voit, à sortir des poubelles et en faisant bien du bruit avec plein de canettes dedans. Et on ne sait pas d'où elles viennent, ces canettes. Pourquoi autant de canettes? Eh oui. Et à un moment, il y a le fils donc, du professeur Matsuoka, c'est son nom, qui s'amuse à une sorte de déstressant avec un objet de métal. Et il est très étrange, le fils aussi. Il y a beaucoup de trucs qui sont, disons-le, cringe, parce que tous les personnages du film, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non, sont possédés et aliénés. C'est un film de possession, de fantôme, quelque part, mais c'est le fantôme de ce monde-là, moderne, qui vient hanter, mais c'est un fantôme qui est tout le temps là. Voilà, tout le temps. Il n'y a rien à dire de plus, c'est qu'on vit dedans. Ça rappellera aussi Vain Illusion, enfin Vain Illusion, Barren Illusion en version internationale si vous voulez, un film très peu connu de Kurosawa mais que je vous conseille. Charisma aussi, on essaye de sortir de ce monde actuel, etc. C'est-à-dire que on a des gens qui sont dans cette vie professionnelle, vie quotidienne et tout. Tout est en lien avec, plus ou moins proche, hein, le capitalisme au sens large, l'industriel et tout, l'urbain, et chacun des personnages à sa manière, par la peur, par l'angoisse, par des actes réfléchis ou non, est pris dans cette hantise et cette possession. C'est-à-dire que là, le film de fantôme, oui, d'ailleurs, à certains moments, Kiyoshi Kurosawa joue sur ces codes d'apparition qu'on a vus dans des coins ou dans des surcadrages de ses autres films, mais ça va bien ailleurs. C'est-à-dire qu'on va croire qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas ça le plus important finalement. Les fantômes, au sens large, au-delà donc des victimes qui peuvent oui, fleurir dans le film, parce qu'il y a des morts forcément, mais c'est plutôt dans les vivants qu'il faut retrouver les fantômes. Et quelque part, ce sont déjà des spectres de ce monde moderne. Et c'est ça qui est fort. C'est là où il y a le pas de côté. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus un film où tu as des morts qui reviennent à la vie, qui s'accrochent, ou qui vont avoir un impact sur l'existence, ou etc. Non, ce sont les vivants qui sont déjà dans un monde qui est autre de fantômes. Et là, on revient à Vaine Illusion. Justement, c'est vraiment un film extraordinaire, hein, celui-ci. Mais tellement difficile à trouver et à voir. Mais bon. Et spoiler, du coup, alors... le Tashiro au début, oui, il va prendre son couteau, mais il va se suicider, parce qu'il parle d'une machine qui serait greffée à son cerveau, il va essayer de montrer aux autres qu'il en a une, donc il s'ouvre au niveau du cou, mais il meurt. Alors c'est là où j'ai pensé à Tetsuo. C'est marrant parce que, de Tsukamoto, hein, grand film japonais de la fin des années 80, il y avait déjà cette
question sur le monde moderne du Japon, l'industrialisation, l'homme-machine et tout, l'aliénation absolue. Je pense qu'ici, on a une relecture, évidemment très différente dans le style, dans la narration filmique et tout ce que vous voulez, mais c'est intéressant, cette idée de homme-machine. Le gars, il se prend pour Tetsuo, là, le jeune Tashiro. En fait, pas du tout, mais la machine, elle est partout. C'est-à-dire que la machinerie globale, elle n'est pas dans sa tête, elle est autour de lui, et il vit avec. Que ce soit des trains extérieurs, à un moment, il y a... à la fin, une sorte de sonnette très très moderne et tout, donc des bruits partout, aucun moyen de respirer, de se ressourcer, si ce n'est qu'à un moment, Kurosawa décide d'enlever le bruit quand il y a des personnages qui font face vraiment à quelque chose, quoi. Que ce soit à eux-mêmes ou à son fils pour le père, parce qu'il y a deux fois dans le film où le son pouf, disparaît, comme ça, après une cacophonie assez intense. Quand le père donc va voir son fils dans la chambre, qui joue avec son petit truc métallique et qui se retourne en souriant, sachant que le fils avant il s'est mis à rire quand le père lui a dit attention, on n'en fait pas trop, hein, comme si d'ailleurs le fils commençait à être aliéné par cette surproductivité, par cette idée de toujours faire plus et tout, ça le fait rire parce qu'il voit son père faire pareil, hein, je vais revenir sur ce point. Et à la fin, le père, à un moment, il entend le chime ou le déchime, toute la ville, tout ce bruit cacophonique et tout, et à un moment, pouf, le son disparaît. Il est face à un miroir, d'ailleurs c'est après qu'il entend ce son, mais avant, il y a aussi ça, il est face à un miroir, face à lui-même, ah, ça c'est très Kurosawa, quand il regarde son âme, il se rend compte que voilà, il n'est plus rien, enfin, il disparaît, enfin, il est happé à ce moment-là, et c'est pour ça que le son s'arrête. Il se rend compte qu'il est déjà mort, quoi, d'une certaine manière. Ce sont des gens qui sont morts, qui ont été tués par l'idée d'être juste des enveloppes corporelles dans cette société. Et le message est très fort là-dessus. Et donc, Tashiro, il se suicide. Après, tu as le prof qui va être visiblement possédé. C'est pour là, on peut penser à Cure, hein, quand même, hein, à certains instants, parce que il y a cette idée de transmission du mal. Bon, vous pouvez penser à Ring aussi, mais autrement, bon, c'est très très fantôme japonais, très film d'horreur à la japonaise, ça. Il va tuer une élève, et il n'a pas l'air conscient de cela. Et après, bon, bah, le détective, tout ça, c'est amusant, mais peu importe savoir s'il va y avoir d'autres morts et tout, en fait, il n'y aura rien d'autre derrière. C'est-à-dire qu'on va attendre que le père, à un moment, il fasse une tuerie dans sa famille, ou que le fils, qui rigole bizarrement, fasse le mettre. Non, c'est plus important, ça. C'est fini. Ah, peu importe. De toute façon, on voit après l'errance, à un moment, il va errer dans la nature, il revient, il a probablement enterré le corps et tout. C'est là où j'ai pensé à Loft, d'ailleurs. C'est particulier, ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Kurosawa, au lieu de nous mettre dans, on va dire, une intrigue poussée qu'il aurait pu faire en long métrage avec d'autres meurtres, etc., tout à tout. Après, on va se centrer sur le cocon personnel du père qui est complètement paumé une fois qu'il a commis l'irréparable. De toute façon, c'est fini. À un moment, il y a même une forme de fausse apparition de fantôme qu'on ne verra jamais. C'est hors champ, on ne sait même pas si c'est dans leur folie, dans leur tête, une chaise vide et tout. À un moment, il prend peur, il panique. Peut-être qu'il y a le fantôme au fond, mais Kurosawa ne le montrera pas. Il ne va pas rejouer des choses qu'il a fait avant. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il déplace dans le hors-champ ce qu'il a déjà fait pour aller ailleurs et plus loin dans la psychologie. Encore. Alors oui, ça va frustrer, parce qu'à la fin, ça se termine, il rentre chez lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais peu importe, le message il est déjà là depuis le moment où il tue. C'est trop tard, c'est fini, peu importe. S'il retue d'autres personnes ou non, ces gens sont déjà morts. C'est-à-dire, il a tué des gens, certes, mais lui aussi, quelque part, il est mort. Sa mère, qui fait du bruit avec les canettes, a l'air complètement ailleurs, comme hypnotisé. Ce sont des gens qui sont dans un trauma hypnotique, angoissés. Le fils, il n'est pas bien non plus. À un moment, il va demander de l'argent. C'est le seul moment où il va vraiment parler à son père, c'est pour demander de l'argent et investir dans une entreprise de son jeune ami. Déjà, à jeune âge, là, il faut penser à ça. Il y avait un film de Kurosawa, je ne sais plus lequel, où il y avait un fils qui demandait aussi de l'argent à son père, qui traînait dans des trafics. Bon, il y a cette idée aussi que même la jeunesse est corrompue. Et cette jeunesse qui meurt ou qui se laisse mourir par cette envie de surproductivité et de capitalisme. Bref, c'est ça qui est fort. Donc peu importe au final que ça n'ait pas de fin, parce que le film n'a pas de fin en soi. Parce qu'au final, la fin, elle est déjà là quand il tue une de ses étudiantes là et qui se retrouve en famille sans vraiment communiquer. La fin, elle est complètement dilatée sur la deuxième partie, donc peu importe de mettre une conclusion à une fin qui est déjà là. Et c'est pour ça que c'est un gros coup de poing, je trouve, d'agir ainsi. Et ça vaut l'idée et la justification même d'en faire un moyen métrage. C'est-à-dire que tu arrêtes avant la fin, parce que la fin, elle est déjà là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu même faire un court métrage, si vous voulez. Il aurait pu arrêter le film au bout de 20 minutes. Hein, au final. Mais justement, il a laissé durer les 20 autres minutes où on attend à ce qu'il se passe d'autres choses. Il ne se passe pas grand-chose, mais tout est là en fait. Hein. C'est là où, cinématographiquement, il se passe le plus de choses, hein, évidemment. Je ferme la zone spoiler. C'est un film qui paraît pas grand-chose comme ça, qui n'est peut-être pas fini, entre guillemets, au complet, mais dans sa dimension
globale, angoissante, et son message psychologique, ainsi que sociétal et politique, hein, bien sûr, eh bien, il est très profond et très riche. C'est-à-dire que sur 45 minutes là, on pourrait faire des analyses de plusieurs heures, en fait, parce que justement, il nous laisse du suspense, si vous voulez. Alors, il nous laisse d'ailleurs limite en suspens un peu tout le monde, y compris ce personnage de détective là, du coup qui sert à rien parce que lui aussi il est dans l'aliénation globale. Voilà, c'est un film sur comment les gens vivent dans notre monde moderne. Eh ben c'est pas positif, c'est pas optimiste du tout. Surtout donc ce regard sur son Japon, c'est Tokyo, hein, je crois en plus, hein, comme souvent chez Kurosawa. Et cette idée que, oui, bah, le train, tout ça, les chimes, c'est ce que vous allez entendre. Quand vous allez dans la rue, si vous êtes loin de la nature et que vous êtes dans un espace urbain, bah, des chimes, il y en a partout. Il y a de quoi être fou. Voilà, ça peut rendre zinzin tout ça. Bah, c'est un petit peu l'histoire du film. Et oui, et il y a des gens qui malheureusement deviennent fous et qui commettent des actes horribles, des crimes. Justification ici, alors, évidemment, après ce sont des actes isolés et tout, mais là, ce sont des personnes qui sont complètement possédées par le monde, tout simplement, le monde dans lequel on vit. Et Kiyoshi Kurosawa, avec ce film, il essaye de nous montrer quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce moyen métrage si vous avez eu la chance de le voir. J'espère pour vous, en tout cas. Hein. Regardez vos programmes cinéma, peut-être que, hop, il est quelque part. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et ouvrez évidemment sur la filmographie de Kiyoshi Kurosawa si vous le souhaitez. Vous voyez, je fais un podcast de très très long sur un film qui ne l'est pas. Et oui, c'est Kiyoshi Kurosawa, c'est comme ça. Allez, à la prochaine, ciao.